Terrence. Stamp refuse de regarder les nouveaux films Superman. À 87 ans, il ne veut même pas discuter de Man of Steel ou de la version d'Henry Cavill, mais il ne s'agit pas d'ego ou de nostalgie. Il y a quelque chose de plus sombre derrière son silence. Ces années dans un culte indien controversé ont changé sa vision du rôle de Superman. Sa transformation spirituelle a révélé des secrets sur la franchise qui l'ont profondément troublé. Et sa confession finale sur ce que Superman signifiait vraiment pour lui explique pourquoi il est resté silencieux si longtemps. Terrence Henry Stamp est né le 22 juillet 1938 à Stephanie, l'un des quartiers les plus pauvres de l'East London. Son père travaillait comme soutier de remorqueur sur la Tamise et sa mère frottait du linge pour quelques shillings. La famille vivait dans une petite maison mitoyenne sans chauffage central et partageait des toilettes extérieures avec plusieurs autres familles. Les hivers étaient terriblement froids et les enfants dormaient souvent à trois dans un lit sous de vieux manteaux parce qu'ils n'avaient pas de couvertures appropriées. La vie était dure et chaque jour était une lutte pour survivre. Quand Terrence a eu 5 ans, la guerre avait déjà laissé sa marque sur Londres. 1943, une bombe à retardement a explosé à seulement 3 rues de là, faisant exploser toutes les fenêtres de leur maison. Il se souvenait s'être caché sous une table de cuisine branlante pendant que sa mère criait des prières au-dessus de l'explosion assourdissante. 7 de leurs voisins ont été tués et le magasin au coin de la rue a été réduit décombres. La peur l'a accompagné pendant des années. Il faisait des cauchemars, mouillait son lit chaque fois que les sirènes retentissaient pendant les exercices et a passé 47 nuits à dormir dans des stations de métro glaciales pendant la durée des bombardements. Ces nuits ont planté les graines de la recherche spirituelle qu'il allait mener toute sa vie. À 11 ans, il a réussi à obtenir une place à la Peteo County Grammar School, une réussite rare pour un garçon de la classe ouvrière. Mais au lieu de s'épanouir, il a choqué tout le monde, séchant 73 jours d'école au cours de sa 2e année. Il se faufilait dans les cinémas, passant des après-midi entiers à regarder des stars comme Gary Cooper et James Stewart. Il étudiait leur façon de bouger et de parler, copiant chaque détail. Lorsque l'école l'a finalement attrapé, le directeur lui a donné 12 coups de suceur de canne sur les jointures. Toys. Ses parents étaient anéantis, car l'école de grammaire était leur espoir d'échapper à la pauvreté. Mais 1951, lorsqu'il a joué Puck dans Le songe d'une nuit d'été, le journal local a qualifié sa performance d'étrangement captivante pour un si jeune interprète. Pour la première fois, il a ressenti un sentiment d'orientation. L'argent était toujours rare et, à 13 ans, Terrence devait travailler avant et après l'école. Chaque matin, à 4h30, il livrait des journaux dans Stephanie pour 2 shillings et 6 pence par semaine. L'après-midi, il aidait sa mère à la blanchisserie, transportant des paniers de vêtements mouillés de 9 kilos gelés et faisant fonctionner les lourdes machines à essorer qui attrapaient souvent les doigts. À l'école, il est devenu une cible. Son apparence délicate faisait de lui une victime facile et les brutes se moquaient de lui avec des noms comme Nancy Boy. Une fois, 5 garçons plus âgés l'ont traîné derrière le gymnase. Lui ont enfoncé la tête dans les toilettes et ont tiré la chasse riant. Il est rentré chez lui avec des côtes meurtries et une lèvre fendue, mais il n'y avait pas d'argent pour un médecin. Ironiquement, les caractéristiques mêmes qui lui ont causé tant de souffrance lorsqu'il était enfant allaient plus tard faire de lui une idole de l'écran admirée par des millions de personnes. À l'âge de 15 ans, Terrence a secrètement auditionné pour la Webber Douglas Academy of Dramatic Art. Il a payé le voyage jusqu'au centre de Londres avec l'argent économisé grâce à ses tournées de journaux, emportant une copie usée de Hamlet. Mais le jury l'a congédié moins de 90 secondes à cause de son accent coche-nez prononcé. Un examinateur lui a même dit « Nous formons des acteurs, pas des dockers ». Refusant d'abandonner, il a trouvé une actrice à la retraite nommée Miss Penelope Hartwell, qui lui a donné des leçons d'élocution pour 1 shilling chacune. Pendant 18 mois, il s'est entraîné tous les jours, 2 heures à la fois. Le travail acharné a porté ses fruits. Son accent s'est adouci. Sa voix est devenue précise.
et il a développé le son soigné qui allait plus tard le distinguer sur scène et à l'écran. À l'âge de 18 ans 1956, Terrence s'est finalement inscrit à la Webber Douglas Academy, payant ses études avec des bourses et des emplois à temps partiel épuisants comme la plonge et la construction. Ses tuteurs l'ont formé pendant 12 heures par jour au mouvement, à la voix et à la performance classique. Mais au lieu de célébrer ses progrès, beaucoup l'ont dénigré à cause de son apparence. Un instructeur a même dit brutalement que le public n'accepterait jamais quelqu'un d'aussi beau que lui dans des rôles comme Hamlet. Ses camarades l'ont surnommé Golden Boy, non pas comme un compliment, mais comme une moquerie. Les critiques constantes l'ont profondément blessé. Pourtant, cela a également alimenté sa détermination à prouver qu'il était plus qu'un joli visage. Sa première vraie chance est arrivée 1969 avec un petit rôle dans The Long and the Short and the Tall au Royal Court Theatre. À seulement 21 ans, il a fait sensation exigeant 15 $ par semaine, soit le même montant que les membres de la distribution chevronnée. Les producteurs ont été choqués et les journaux l'ont qualifié d'arrogant. Il s'est contenté de 8 $, ce qui est toujours plus que la plupart des nouveaux venus, mais son audace a laissé une impression durable. L'incident l'a marqué comme difficile, mais il a également montré qu'il refusait de se sous-évaluer. 1960, il a auditionné pour Billy Budd de Peter Ustinov. Face à 300 autres candidats, Terrence est resté éveillé toute la nuit avant son rappel, mémorisant l'intégralité du scénario de 120 pages de 120 pages. Son effort a stupéfié Ustinov, qui lui a donné le rôle sur le champ. Mais son triomphe a eu un prix. Les acteurs plus âgés sur le plateau lui ont fait subir un bizutage brutal. Une fois, ils l'ont enfermé dans une caravane pendant 6 heures dans une chaleur étouffante, prétendant que c'était une tradition. Ils ont caché les pages de son scénario et ont répandu des rumeurs selon lesquelles il était remplacé. Terrence a tout enduré sans se plaindre, sachant que faire ses preuves était le seul moyen d'être accepté. Même après ce succès, la pauvreté s'accrochait à lui. Il vivait dans un sous-sol exigu de Bloomsbury avec 3 autres acteurs, mangeant principalement des haricots sur des toasts pour 2 shillings par jour. L'appartement n'avait ni chauffage ni eau chaude, et pendant les mois les plus froids, il se lavait à l'eau glacée d'un évier commun. Lorsqu'il a auditionné pour la Royal Shakespeare Company, il a interprété ce qu'il considérait comme son meilleur Hamlet de tous les temps. Mais le directeur l'a rejeté, disant que le public de la RSC s'attendait à une éducation et à une origine digne d'Oxford ou de Cambridge. C'était un rappel accablant que les préjugés de classe bloquaient toujours son chemin, peu importe ses efforts. 1961, désespéré d'argent, Terrence s'est tourné vers le mannequinat. Il a posé pour Vogue et Harper's Bazaar, gagnant 50 $ par jour. Le moment le plus controversé est survenu lorsqu'il a accepté une séance photo nue de David Bailey pour un magazine d'art européen. Les images ont été saluées pour leur qualité artistique et lui ont rapporté 200 $, mais il l'a immédiatement regretté. Les directeurs de casting ont commencé à le voir uniquement comme un corps et non comme un acteur sérieux. L'un d'eux a même fait remarquer « Pourquoi l'embaucher pour Shakespeare alors qu'on a déjà tout vu ?» Cette décision l'a hanté pendant des années, alors qu'il luttait pour prouver qu'il était plus qu'un simple beau visage. La carrière de Terence Stamp a commencé comme un éclair 1962, lorsqu'il est apparu dans son tout premier film Billy Budd. À seulement 24 ans, sa performance inaugurale lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle. Il était rare qu'un nouveau venu atteigne ce niveau si rapidement. Le film le mettait scène dans le rôle du jeune marin christique Billy Budd. Sa performance a tellement impressionné les critiques qu'il a également reçu le Golden Globe de la révélation masculine la plus prometteuse. Quelques années plus tard, il a assumé l'un de ses rôles les plus exigeants dans L'Obsédé 1964. Il incarnait Freddie Qualley, un employé de banque troublé qui kidnappe une jeune étudiante nommée Miranda, jouée par Samantha Edgar.
Le réalisateur William Wyler avait même renoncé à la mélodie du bonheur pour réaliser ce projet. L'atmosphère sur le plateau était tendue. Edgar a été renvoyée 3 semaines après le début des répétitions parce qu'elle ne pouvait pas supporter la pression. Et Stamp est resté dans son personnage tout au long du tournage, gardant une attitude froide et distante envers elle afin de renforcer le réalisme. Le stress était si intense qu'Edgar a perdu 6 kilos pendant le tournage. Au final, le travail acharné a porté ses fruits. Stamp et Edgar ont tous deux remporté les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice au Festival de Cannes 1965. Stamp se bâtissait non seulement une réputation grâce à ses films, mais aussi grâce à sa vie à Londres au début des années 1960. 1963, il s'était installé au centre de la scène, branché de la ville, nouant une amitié étroite avec Michael Caine et se mêlant à la nouvelle vague d'acteurs britanniques. Ilotch a été photographié par David Bailey pour la célèbre série de boîtes de pin-up et a entamé une relation avec le mannequin Jen Shrimpton, 1964. Ensemble, ils sont devenus l'un des couples les plus photographiés de la décennie, décrits par Vogue comme les visages des années 60. Une célèbre photographie de Terry O'Neill les a immortalisés dans l'appartement londonien de Stamp et a été publiée dans le Daily Express le 29 juin 1965. Bien que des rumeurs de scandale et d'arrestation aient circulé à l'époque, peu de preuves vérifiées éteignent ces histoires. Ce qui est certain, c'est que Stamp et Shrimpton sont devenus des icônes d'une révolution culturelle. Au Festival de Cannes 1965, Stamp a atteint le sommet de sa première gloire. Il a remporté le prestigieux prix du meilleur acteur pour L'Obsédé à seulement 27 ans, tandis qu'Edgar a remporté le prix de la meilleure actrice. Leur victoire commune a rendu le film inoubliable et a prouvé que la production épuisante valait la peine. Wyler a également reçu une nomination pour la Palme d'Or, ce qui a renforcé l'importance du film. Bien qu'il n'y ait pas de preuves solides que Stamp ait profité de son discours d'acceptation pour critiquer le traitement des femmes dans l'industrie cinématographique, sa réputation croissante d'observateur attentif d'Hollywood a rendu ces rumeurs crédibles. Le prix l'a élevé au rang de star internationale et a mené à de nouveaux rôles, dont Loin de la foule déchaînée avec Julie Christie. 1966, Stamp est apparu dans Modesty Blaise, une comédie d'espionnage élégante réalisée par Joseph Losey et basée sur la populaire bande dessinée britannique. Il incarnait Willie Garvin aux côtés de Monica Vitti dans son premier rôle Langue anglaise. Le film, plein de style pop art et d'actions d'espionnage colorées, a même été nominé pour la Palme d'Or à Cannes. Les critiques ont salué son esthétique, mais se sont souvent plaints de l'intrigue confuse. Coulisses, les désaccords entre Losey et le créateur de la bande dessinée ont ajouté à la tension. Pourtant, le film a développé un culte au fil du temps. 1 an plus tard, il a joué dans Loin de la foule déchaînée de John Schlesinger dans le rôle du sergent Frank Troy face à Bathsheba Everdeen de Julie Christie. Le film avait un budget de 3 millions de dollars, ce qui faisait l'un des projets les plus coûteux pour Anglo Amalgamated. Malgré son ampleur, Schlesinger aurait eu du mal à obtenir la performance qu'il voulait de Stamp, et les deux hommes ont eu une relation de travail difficile. Pendant ou peu après le tournage, Stamp a entamé une romance très médiatisée avec Christie, une relation qui a attiré autant d'attention que ses films. Avant Christie, son partenariat avec Jen Shrimpton avait déjà fait de lui l'un des hommes les plus vus de Londres. La même année, Stamp est apparu dans Pauvre vache de Ken Loach, un drame réaliste sur la vie de la classe ouvrière londonienne. Il incarnait Dave, un criminel qui s'implique avec une jeune femme après l'incarcération de son mari. Le film reposait fortement sur l'improvisation, Stamp louant sa co-star Carol White pour sa présence naturelle. Pourtant, certains critiques ont estimé que le dialogue improvisé sonnait faux, même dans le décor authentique de Londres. À la fin des années 1960, Stamp faisait fermement partie de la scène londonienne, partageant même une maison avec Michael Caine sur Wimpole Street. Les deux hommes plaisantaient souvent dans les années suivantes sur leur première lutte et leur choix.
La réputation de Stamp s'est développée non seulement grâce à son jeu d'acteur, mais aussi grâce à sa présence sombre et charismatique, que les critiques et les fans trouvaient magnétique. 1995, le magazine Empire l'a nommé parmi les 100 stars de cinéma les plus sexy de tous les temps. Mais cette aura avait déjà été établie 3 décennies plus tôt. 1968, Stamp a choqué le public avec Théorème de Pier Paolo Pasolini. Il incarnait un mystérieux visiteur qui séduit tous les membres d'une riche famille italienne. Les thèmes sexuels et religieux du film ont provoqué une tempête. L'Église catholique l'a interdit. Le pape Paul VI l'a publiquement condamné et les autorités italiennes ont saisi le film après sa projection à Venise, accusant Pasolini d'obscénité. Malgré le contre-coup, Pasolini a été acquitté plus tard pour avoir créé une œuvre de haute valeur artistique. Stamp a plaisanté plus tard, disant qu'avant la condamnation du pape, le film n'aurait été vu que par 4 drag queens et Einstein, mais le scandale a fait une sensation internationale. La même année, Stamp a joué dans le Western Blue. Il a choqué le réalisateur Silvio Narizano, refusant de prononcer des répliques qu'il jugeait irréalistes. Son refus a forcé l'équipe à réécrire le scénario et à remodeler son personnage un tireur d'élite, surtout silencieux. La production a été confrontée à des défis allant des thèmes violents à l'absence d'acteurs western de renom. Mais l'engagement de Stamp envers l'authenticité a donné à sa performance une qualité obsédante. 1969, il s'est attaqué à l'esprit de The Mind of Mr. Soames, incarnant un homme qui se réveille d'un coma après 30 ans. Sa performance était sincère, puisant dans ses propres sentiments d'isolement d'enfance, mais le film a fait un flop. Les critiques l'ont qualifié de vide et de mal exécuté. Bien que Variety ait salué la capacité de Stamp à apporter de l'imagination et des nuances au rôle, l'échec a gravement nui à sa carrière, d'autant plus qu'il luttait contre des problèmes personnels. La même année, sa relation avec Julie Christie a pris fin lorsqu'elle l'a quitté pour Warren Beatty. Beatty la courtisait depuis 1966 et a réussi pendant le tournage de Petulia. Leur romance était intense mais compliquée, Christie voulant la monogamie et Beatty refusant d'abandonner d'autres liaisons. Pour Stamp, perdre Christie au profit du playboy le plus notoire d'Hollywood à un moment où sa carrière battait de l'aile l'a plongé dans la dépression et la forte consommation d'alcool. Plus tard, 1969, Stamp a travaillé avec Federico Fellini sur Histoires extraordinaires. Il incarnait Toby Dammit, un acteur shakespearien sur le déclin qui vient à Rome pour une cérémonie de remise de prix et ne se soucie que de la Ferrari qui lui a été promise. Le rôle reflétait les propres luttes de Stamp contre les excès à l'époque. Son comportement sur le plateau était erratique, arrivant en retard après des nuits de fête, mais sa performance s'est démarquée comme l'une de ses plus obsédantes. Le film, mis musique par Nino Rota, est devenu un classique culte, les critiques affirmant qu'il était impossible de détourner le regard de Stamp dans le monde surréaliste de Fellini. 1970, Terence Stamp a fait un choix qui a stupéfié Hollywood. À seulement 28 ans, après que sa carrière se soit essoufflée suite à The Mind of Mr. Soames, il a tout abandonné. Son agent lui a dit sans embâche que les gens recherchaient maintenant un jeune Terence Stamp. Plutôt que de faire face à un rejet constant, il a quitté Hollywood. Il a d'abord voyagé Égypte, puis Inde. 1972, Stamp avait complètement coupé les ponts avec l'industrie cinématographique. Son absence était si complète que des rumeurs ont commencé à circuler, affirmant qu'il avait soit disparu, soit qu'il était mort. Le moment choisi a choqué tout le monde, car il était envisagé pour remplacer Sean Connery dans le rôle de James Bond. Le producteur Harry Saltzman l'a même rencontré au restaurant White Elephant à Londres, lui disant « Nous recherchons le nouveau 007. Vous êtes vraiment forme et vraiment anglais. » Mais Stamp a suggéré des changements au personnage de Bond que les producteurs ont refusé d'accepter. Son insistance sur le contrôle créatif lui a coûté le rôle et, avec lui, une chance de rester au sommet de l'industrie. Alors que les rumeurs se multipliaient, le public se demandait comment une jeune star pouvait disparaître si soudainement.
Stamp a fait un bref retour 1975 avec La Divine Nymphe, mais le projet est devenu chaotique. Il a insisté pour que le scénario soit modifié afin d'inclure des thèmes spirituels qui reflétaient ce Steve et ses nouvelles convictions. Les producteurs ont été stupéfaits, s'attendant à retrouver le même acteur dont ils se souvenaient pour découvrir quelqu'un transformé par des années passées dans des ashrams indiens. Sur le plateau, il parlait souvent de méditation, d'illumination et de philosophie entre les prises, laissant ses collègues acteurs perplexes. Les désaccords sont devenus si graves que Stamp a abandonné le projet et est retourné Inde, renforçant sa réputation de quelqu'un qui s'était éloigné de la réalité. 1976, il a rejoint l'ashram Sri Rajneesh à Pune, adoptant le nom spirituel de Swami Devitan. L'ashram, dirigé par le gourou controversé Bhagwan Sri Rajneesh, était tristement célèbre pour ses pratiques radicales. Stamp s'est rasé la tête, a renoncé à ses biens et a pleinement embrassé la vie d'un renonçant. Pendant son séjour, il est tombé gravement malade à cause d'une eau contaminée et a failli mourir. Il a décrit plus tard cette expérience comme un tournant, l'attribuant à un profond éveil spirituel. Sa façon de vivre, son apparence et sa participation aux rituels non conventionnels de l'ashram ont choqué à la fois les habitants indiens et les observateurs occidentaux. 1967, sa vie avait pris une tournure difficile. Après des années sans travail régulier, Stamp était ruiné. Il avait refusé des rôles très rémunérateurs pour suivre son chemin spirituel. Et maintenant, à 39 ans, il était confronté à une ruine financière totale. Pour empirer les choses, des luttes basses et politiques à l'intérieur de l'ashram ont conduit à son expulsion. L'homme qui avait autrefois gagné des salaires à 6 chiffres à Hollywood se retrouvait à mendier de la nourriture dans les rues de Pune. Ce fut une chute dévastatrice qui a montré à quel point il pouvait être dangereux de poursuivre la spiritualité sans tenir compte des besoins pratiques. Sa fortune a finalement basculé 1978. Après 8 ans sans travail d'acteur régulier, Stamp a été appelé à Londres par le réalisateur Richard Donner. Il n'avait aucune idée que la réunion était pour Superman. À son grand étonnement, il s'est retrouvé à jouer aux côtés de Marlon Brando, qui filmait déjà ses scènes dans le rôle de Jor-El. À 40 ans, Stamp pensait qu'un retour était impossible, mais il était désespéré de travailler et a admis plus tard qu'il ne pouvait pas hériter le secteur. Il a auditionné jouant directement avec Brando, et le rôle du général Zod est devenu le sien. Sur le plateau, ses années passées dans l'ashram ont influencé son comportement. Lorsque Donner a apporté des modifications au dialogue de Zod, Stamp l'a ouvertement confronté. D'autres acteurs sont restés silencieux, mais Stamp, guidé par sa formation spirituelle, s'est exprimé. Les membres de l'équipe ont été stupéfaits de voir cet acteur oublié défier l'un des réalisateurs les plus puissants d'Hollywood sur une production de 55 millions de dollars. C'était alors le film le plus cher jamais réalisé. Son courage pour défendre l'intégrité artistique a montré à quel point ses années Inde l'avaient changé. Son temps passé avec Marlon Brando est devenu l'une des parties les plus importantes de sa carrière. Brando, qui a été payé 1 million de dollars pour seulement 12 jours de travail, a surpris tout le monde se liant d'amitié avec Stamp. Entre les prises, ils avaient de longues conversations sur le jeu d'acteur, et Brando défendait souvent les choix créatifs de Stamp. Stamp a qualifié cette expérience de point de repère dans ma vie. Lorsque Brando a été ensuite coupé de Superman 2 raison d'un procès, Stamp s'est senti profondément trahi, sachant à quel point l'acteur légendaire l'avait soutenu. Lorsque Superman 2 est sorti 1980, la réplique de Stamp « Agenouillez-vous devant Zod » est devenue célèbre. Mais il a été déçu de la façon dont le film s'est déroulé après que Richard Donner ait été remplacé par Richard Lester. Stamp croyait que la version de Donner dépeignait les méchants comme de véritables forces de destruction, tandis que la version de Lester les diluait. Au lieu d'une domination mondiale épique, les méchants étaient montrés train de terroriser une petite ville américaine. Il était également contrarié que les scènes de Brando aient été remplacées par Susanna York, ce qui a affaibli l'histoire et affecté la bataille juridique de Brando avec les producteurs.
Pourtant, Stamp n'avait pas d'autre choix que de continuer, car le désespoir financier ne lui laissait que peu de pouvoir pour résister. Le rôle a sauvé sa carrière, mais son retour à Hollywood n'a pas été sans conflit. 1984, il a joué dans The Hit avec John Hurt, mais la production a failli s'effondrer lorsque les deux hommes se sont affrontés lors d'une scène cruciale. Hurt a accusé Stamp d'exhiber sa confiance tirée de Superman, tandis que Stamp a insisté pour se tenir à l'approche plus calme du scénario. Leur dispute est devenue si intense que le tournage a été interrompu pendant 3 jours, jusqu'à ce que le réalisateur Stephen Frears intervienne. Malgré les problèmes, les deux acteurs ont livré des performances puissantes, et le film a présenté Tim Roth dans son premier rôle à l'écran. Pour Stamp, cela a marqué le début d'un nouveau chapitre, où il n'était plus une star disparue, mais un acteur de caractère respecté, avec une carrière reconstruite à partir de ses cendres. 1987, Terence Stamp est apparu dans Wall Street dans le rôle de Sir Larry Wildman, un raider d'entreprise qui finit par sauver Blue Star Airlines de la prise de contrôle impitoyable de Gordon Gekko. Coulisses, son monde s'effondrait. Pendant le tournage, sa mère est décédée, le laissant accablé de chagrin et loin de chez lui. Pour faire face, il a commencé à écrire ses mémoires, Stamp Album, dans sa chambre d'hôtel pendant les pauses, utilisant les pages comme une forme de thérapie. Le timing était obsédant. À l'écran, il jouait un homme pris dans le monde des jeux de pouvoir financier. Coulisses, il luttait contre une perte personnelle et remarquait comment la cupidité pouvait détruire les relations. La célèbre réplique du film « La cupidité, c'est bien », prononcée par Michael Douglas, était basée sur de véritables personnalités de Wall Street. Le personnage de Stamp était un rare symbole d'un capitalisme plus éthique, offrant un contraste avec la soif destructrice de richesse de Gekko. L'année suivante, Stamp a joué John Tunstall dans Young Guns. Le film de 1988 a dramatisé la guerre. Du comté de Lincoln de 1877 et 1878. Tunstall était le rancher britannique dont le meurtre a déclenché la vengeance de Billy the Kid. La dignité discrète de Stamp a donné un poids réel au rôle, montrant Tunstall comme un homme qui croyait à la réforme des jeunes hommes avec des conseils au lieu de la violence. Sa performance a donné le ton émotionnel de l'histoire, rendant les actes de justicier des régulateurs plus puissants. Après la mort de Tunstall, le film est devenu un succès et a contribué au lancement des carrières d'Emilio Estevez, Charlie Sheen et Kiefer Sutherland. Bien qu'il ait commencé à l'écrire pendant Wall Street, Stamp n'a publié Stamp Album que plus tard. Le livre revenait sur son ascension pendant les années 60 à Londres. Il a écrit sur ses relations avec Jane Shrimpton et Julie Christie, ses apparitions dans la célèbre Box of Pin-Ups de David Bailey et The World of Sudden Fame. Les mémoires ont montré comment la vie glamour avait un coût, le laissant parfois vide malgré le succès. Cela l'a également aidé à passer du rôle de premier rôle à celui d'acteur de caractère respecté. 1994. À l'âge de 56 ans, Stamp a choqué le public lorsqu'il a joué Bernadette Bassinger, une femme transgenre dans Priscilla, folle du désert. Connu pour son rôle intimidant de général Zod dans Superman, beaucoup doutaient qu'il puisse se transformer aussi complètement. Déterminé, Stamp a passé des mois à se préparer, à étudier des femmes transgenres à Sydney et à s'entraîner à marcher talons jusqu'à ce que ses pieds saignent. La première fois qu'il est apparu costume complet, même l'équipe ne l'a pas reconnu. Sa performance lui a valu des nominations au BAFTA et aux Golden Globes, et les critiques ont salué la transformation comme l'une des plus belles de sa carrière. 5 ans plus tard, dans l'anglais de Steven Soderbergh, Stamp a livré l'une de ses performances les plus puissantes dans le rôle de Wilson, un ancien détenu britannique cherchant la vérité sur la mort de sa fille à Los Angeles. Le film utilisait des flashbacks du film Pauvre vache de Ken Loach 1967 qui mettait vedette un jeune Stamp, mélangeant passé et présent pour refléter les souvenirs de Wilson.
son interprétation brute et son authentique accent cockney ont rendu le rôle inoubliable. Bien qu'il n'ait pas été un succès au box-office, le film a été acclamé par la critique et a reçu plusieurs nominations aux Independent Spirit Awards. Sa réplique féroce « Dites-lui que j'arrive, dites-lui que j'arrive » est devenue l'un des moments les plus mémorables du genre thriller de vengeance. Le lien de Stamp avec l'héritage de Superman s'est poursuivi lorsqu'il est revenu des années plus tard pour prêter sa voix à Jor-El, le père de Superman, dans la série télévisée Smallville. Ce renversement de rôle, passant du général Zod dans Superman 2, 1980 à devenir le père du héros, a ravi les fans. Sa voix sérieuse profonde et autoritaire a apporté sagesse et autorité au parcours de Clark Kent. Pour le public qui se souvenait de son exigence glaçante, agenouillez-vous devant Zod. L'entendre maintenant guider le jeune Superman était un changement saisissant. 2008, Stamp a participé à Valkyrie, jouant le colonel général Ludwig Beck dans la réinterprétation par Bryan Singer du complot du 20 juillet 1944 visant à assassiner Adolf Hitler, aux côtés de Tom Cruise, Kenneth Branagh et Bill Nighy. Stamp a incarné l'un des principaux conspirateurs de l'armée prussienne, qui s'est opposé au régime nazi. Le film a recréé les événements de l'opération Valkyrie et a été tourné dans le Bendler Block de Berlin, l'endroit même où le véritable complot s'était déroulé. Le film a fait face à la controverse, mais a rapporté plus de 200 millions de dollars dans le monde et a reçu des critiques élogieuses. La même année, Stamp est apparu dans le thriller d'action Wanted. Bien que son rôle de Peparski ait été petit, le film était devenu un succès commercial avec ses séquences d'action exagérées et ses effets spéciaux, y compris les désormais célèbres Curving Bullets. Sa présence dans le casting a rappelé au public que même dans les films d'ensemble, il pouvait laisser une impression. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Stamp est devenu plus ouvert sur les choix qui avaient façonné sa vie. Dans des interviews, il a admis qu'après sa première gloire dans les années 1960, se faire dire par des agents qu'il recherchait un jeune Terrence Stamp, alors qu'il était encore dans la trentaine, ressemblait à une cruelle blague. Désillusionné, il a quitté Hollywood et a passé des années à voyager, y compris du temps dans un ashram à Pune, Inde. Il a décrit plus tard comment vivre sous Bhagwan Shree Rajneesh avait failli mettre fin à sa carrière pour de bon. Ce n'est qu'avec son retour à la fin des années 1970 et son casting dans Superman 1978 qu'il a retrouvé sa place dans l'industrie. Même dans ces dernières années, l'honnêteté de Stamp a continué de surprendre les fans. À 75 ans, il a refusé de regarder Man of Steel de 2013, disant carrément qu'il ne pouvait pas accepter la nouvelle version, malgré le fait que Michael Shannon reprenne son rôle de Zod. Pour lui, l'ère Christopher Reeve restait intouchable, et son refus a montré à quel point il appréciait l'héritage qu'il avait contribué à construire. Aujourd'hui, à 87 ans, Stamp regarde arrière avec un mélange de regret et de fierté. Né le 22 juillet 1938 à Stéphanie, à Londres, il admet que quitter Hollywood dans les années 1970 a failli détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. Aujourd'hui, sa valeur nette est de 10 millions de dollars. Et bien qu'il possède des propriétés à Londres et à New York, il insiste sur le fait que son style de vie est modeste. Il parle de se concentrer sur les expériences plutôt que sur les possessions et les crédits. Ses choix difficiles ont façonné la résilience qui lui a permis de continuer à jouer jusqu'à la fin de ses 80 ans.